Alors dans les vidéos précédentes, nous avons parlé longuement de l'accouchement physiologique par voie basse. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des interventions médicales qui peuvent arriver lors d'un accouchement par voie basse. Ça nous semble important d'aborder ce sujet parce que ça peut faire peur et ce qu'on sait vraiment, c'est que quand on connaît et quand on comprend les choses, ça permet de bien anticiper et d'avoir moins peur, d'être moins impressionné le moment où ça se présente. Donc on va parler de plusieurs choses. On va parler de déclenchement, on va parler de péridurale, on va parler d'accélération du travail, d'épisiotomie, d'instruments et de délivrance dirigée. Donc ça fait beaucoup, accrochez-vous bien. Je vais essayer d'être précise, d'aller droit au but pour vous donner des informations essentielles. Et après, vous pourrez toujours aller creuser et chercher les informations qui vous auront manqué. Le déclenchement, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est des conditions où pour votre santé ou pour la santé de votre bébé, il peut arriver qu'il soit nécessaire de provoquer l'accouchement avant la date prévue, sans les hormones naturelles, c'est-à-dire en induisant l'accouchement de façon médicale. En France, d'après l'enquête nationale périnatale de 2021, une femme sur 4 est déclenchée. Quels sont les principaux motifs de déclenchement ? Le principal motif, c'est le dépassement du terme ou la prévention du dépassement de terme. Donc le terme de la grossesse, en France, c'est 41 semaines d'aménorrhée. Dans d'autres pays, on parle de 40 semaines d'aménorrhée. Dans tous les cas, on sait qu'on peut attendre quand le bébé va bien, c'est-à-dire à la surveillance au niveau du monitoring fœtal, le bébé va bien, le liquide amniotique est en quantité normale, l'examen clinique de la maman est normal. On peut se permettre d'attendre jusqu'à 41 semaines d'aménorrhée et 6 jours. Ça dépend des maternités, donc là aussi, c'est intéressant de se renseigner quand vous choisissez votre lieu de naissance. Quel est le protocole en cas de dépassement de terme ? Souvenez-vous aussi qu'à propos du terme, l'estimation, elle est toujours un petit peu imprécise. On dit qu'en général, on a plus ou moins 3 jours de précision sur la date de terme. Donc ça permet de relativiser un tout petit peu aussi ce dépassement de terme. Une autre raison de déclenchement, c'est quand les mamans perdent les os avant le travail. C'est-à-dire que la poche des os est rompue, mais les contractions ne se mettent pas en route. En général, après 24 heures, les maternités proposent de déclencher le travail pour éviter le risque infectieux, pour pas qu'il y ait d'infection, de bactéries qui remontent au niveau du bébé, au niveau du liquide amniotique. Les autres raisons de déclenchement peuvent être des anomalies de la vitalité fœtale, c'est-à-dire un bébé qui présente des signes de fatigue. On sait on aimerait bien qu'il vienne au monde plus vite. La suspicion des gros bébés aussi, ça peut être une des indications médicales. Et puis d'autres pathologies maternelles comme l'hypertension artérielle par exemple. Donc quand on vous propose un déclenchement, réfléchissez bien, questionnez bien quelle est l'indication. Est-ce que c'est une indication liée à votre santé ou à la santé de votre bébé ? Quelle est l'urgence et quelles sont les alternatives potentielles ? Alors vous devez vous demander comment est-ce qu'on déclenche un accouchement ? En fait, ça dépend beaucoup de l'état du col de l'utérus. Donc, comme je vous ai expliqué sur la vidéo sur les hormones, le col en fin de grossesse, il va se modifier grâce à des prostaglandines. Et bien, pendant le déclenchement, c'est aussi souvent des prostaglandines qui sont utilisées, en général avec un tampon, donc comme un petit tampon qu'on utilise pendant les règles. Donc là, c'est un tampon de prostaglandine qui est inséré derrière le col de l'utérus pendant un toucher vaginal. On pose le tampon et on le laisse agir pendant plusieurs heures. Les contractions se mettent en route. On peut utiliser aussi des comprimés de prostaglandine par voie orale, c'est-à-dire donc par la bouche. Une autre manière de déclencher, c'est le gel de prostaglandine qu'on met aussi derrière le col. Et une façon qui est de plus en plus fréquente, c'est le ballonnet. Donc c'est un petit ballonnet qu'on vient insérer entre le col et la poche du bébé et on le gonfle. Donc ça crée une action locale, ça vient solliciter le col, ça vient le faire maturer, ça l'aide à se raccourcir et à s'ouvrir. Donc ça, c'est les méthodes de déclenchement du travail. Si votre col est déjà très modifié, c'est-à-dire très raccourci, déjà ouvert, on peut utiliser directement la perfusion d'ocytocine synthétique qui va donner des contractions utérines et qui va aider le col à s'ouvrir. Il peut arriver que dans nos contextes de mobilité internationale, d'expatriation, qu'on ait besoin ou qu'on ait envie de planifier son accouchement, qu'on ait envie de le programmer et donc de demander un déclenchement qu'on appelle de convenance, c'est-à-dire sans raison médicale, mais uniquement pour
s'ajuster à nos contraintes de planning, au voyage de son conjoint s'il ne rentre pas au même moment, etc. Ça arrive souvent qu'on se pose la question. Le petit warning que je voulais vous transmettre, c'est que, comme vous l'avez vu, quand tout va bien, il y a un cocktail hormonal qui se met en place et dont les conséquences sont vraiment bénéfiques pour le bébé. C'est-à-dire qu'il y a des hormones qui vont vraiment le préparer à la vie extra-utérine. Et ces hormones, elles se mettent en place, elles achèvent leur effet quelques jours avant la naissance. Donc, le timing de l'accouchement, ce timing que le bébé va choisir pour naître, il a son importance. Et donc, prenez-le en considération si vous avez un petit peu de latitude, un petit peu de flexibilité. Pensez bien à l'importance du cocktail hormonal naturel qui a des effets donc, pour le bébé et aussi pour la maman dans sa capacité à gérer et à accepter les contractions. Après avoir parlé de déclenchement, je vais vous parler de péridurale. Donc, cette fameuse péridurale qui fait tant débat et qui suscite beaucoup de questionnements. La péridurale, qu'est-ce que c'est? C'est une analgésie, c'est-à-dire qu'elle vient diminuer, voire complètement enlever la douleur des contractions pendant le travail. Elle est très prisée en France, plus de 80% des femmes accouchent avec une péridurale. C'est assez culturel parce que dans d'autres pays du monde, ce n'est pas le cas. Par exemple, aux Pays-Bas, seuls 15% des femmes ont recours à la péridurale et en Grande-Bretagne, c'est 40% des femmes. Ce qui est important de comprendre, c'est déjà comment ça se passe, comment on nous pose la péridurale. Donc, en premier lieu, c'est une injection locale, donc une petite injection sur la peau d'un anesthésiant pour que la peau soit indolore pour le geste qui suit. Le geste suivant, c'est un cathéter qui va être posé un peu plus loin, donc qui va venir injecter le produit anesthésiant au niveau de l'espace qu'on appelle péridurale. Vous pouvez voir en image, donc, entre la colonne et la membrane qui entoure le canal médulaire. C'est à cet endroit-là qu'on met un très très fin cathéter qui va rester en place pendant tout le travail et à travers lequel la maman va pouvoir injecter à son rythme des bolus de produits anesthésiants. Donc aujourd'hui, la péridurale, elle est assez technique, fine, dans le sens où la maman a la main sur les injections et du coup sur le niveau d'analgésie. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. L'autre point intéressant, c'est que la mobilité des jambes est conservée, donc on peut continuer à se mobiliser, à bouger, et c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a des salles d'accouchement aussi où on pose des péridurales ambulatoires. Donc la maman peut carrément se lever, marcher, déambuler comme si elle n'avait pas de péridurale en fait. C'est un point intéressant aussi à questionner pour le jour de votre accouchement dans la maternité que vous choisissez. En général, il faut 20 minutes pour poser une péridurale et puis 20 minutes pour qu'elle soit efficace. En revanche, on ne peut pas savoir si l'anesthésiste sera disponible au moment où vous souhaitez la péridurale. Donc, toujours avoir en tête que ça peut prendre un petit peu de temps. Quels sont les effets de la péridurale? Donc, il y a évidemment le soulagement de la douleur. Il y a aussi une chute de tension potentielle due aux produits anesthésiants. Donc, quand on a la péridurale, on a forcément une perfusion de sérum physiologique salé pour prévenir les chutes de tension. Et on va avoir une surveillance de la tension artérielle de la maman régulièrement. Comme effet aussi de la péridurale, qui sont documentés, qu'on sait maintenant, en fait, la péridurale, elle entraîne un ralentissement du travail. Donc le travail vous allez mettre plus de temps à vous dilater, les contractions sont moins fréquentes, et du coup, on est amené à renforcer ces contractions, à mettre une perfusion d'ocytocine pour justement relancer cette dynamique de l'utérus. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une augmentation des extractions instrumentales, on va en parler juste après, donc des aides pour faire naître l'enfant, parce que sous péridurale, il y a plus ce réflexe expulsif dont on a parlé dans la vidéo précédente. Donc sous péridurale, vous n'allez pas sentir cette poussée très puissante, vous n'allez pas avoir ce réflexe puissant qui vous permet d'accoucher sans pousser volontairement. Donc là, vous allez devoir être beaucoup plus consciente et vraiment pousser de manière active et volontaire. Et c'est pas toujours évident quand on n'a pas cette sensation de la tête du bébé qui appuie très fort. Alors, en fonction de la façon dont vous gérez votre péridurale, c'est possible d'avoir quand même une sensation qui va vous guider.
Mais ça arrive souvent que les femmes en fait ne sentent plus rien et c'est vraiment difficile de savoir où pousser, comment pousser quand on ne sent plus. Parmi les effets indésirables, dans 2% des cas, après, dans les jours qui suivent la pose de péridurale, la maman peut avoir des maux de tête. C'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une brèche, donc cette membrane péridurale a été percée et donc il y a un écoulement de liquide céphalorachidien qui entraîne des maux de tête. C'est rare, mais ça arrive, ça peut arriver. Donc en cas de maux de tête après votre accouchement, pensez bien à le signaler, c'est pas normal, il faut en parler. Je vous fais un tableau un peu rapide. Tout ça, c'est abordé pendant votre consultation d'anesthésie du 8e mois de la grossesse. Ça vous donne quelques éléments pour poser des questions à l'anesthésiste de votre lieu d'accouchement. Alors quand est-ce qu'elle est vraiment nécessaire cette péridurale? Elle est nécessaire quand il y a un risque de passer au bloc opératoire, c'est-à-dire quand il y a un risque de césarienne. Je pense notamment à l'accouchement des jumeaux. Je pense aussi au déclenchement en fait, parce que la douleur est très importante, plus importante, comme je vous disais dans la vidéo, dans le chapitre précédent. Donc c'est des indications pour la péridurale. Un point important, et en conclusion sur la péridurale, c'est que dans le cas d'un travail spontané, quand vous vous mettez en travail spontanément, la péridurale, elle est posée quand on est certain que vous êtes en phase active du travail. C'est-à-dire quand les contractions sont régulières, elles sont fréquentes. Le col est modifié, on sait que vous êtes en travail, on sait que vous allez accoucher, on peut vous poser la péridurale. Ce qui veut dire qu'il faut bien se préparer à vivre ces premières contractions, cette phase de latence, cette phase active. Il faut avoir des ressources. Donc si vous souhaitez la péridurale, ça ne vous dispense pas de vraiment vous préparer à vivre toutes ces contractions de début de travail qui ont une vraie importance, qui lancent votre travail. Et même au moment où vous souhaitez la péridurale, si vous êtes arrivé au bout de vos ressources personnelles, des ressources de la salle d'accouchement, pensez bien que en fait, c'est pas immédiat, qu'il faut déjà que l'anesthésie soit disponible et ensuite qu'il va falloir la poser cette péridurale, que ça prend du temps et qu'elle fasse effet. Donc, toutes les ressources pour gérer la douleur, la respiration, les postures, tout ça c'est hyper important pour tous les accouchements. Et une fois que la péridurale est posée, vous allez pouvoir vous reposer, vous détendre, mais pensez bien que votre bébé, il a toujours ce travail d'engagement dans le bassin, de rotation à faire, et donc vous allez avoir besoin de continuer à vous mobiliser, de continuer à bouger pour aider votre bébé à descendre, à bien appuyer en bas et à naître le plus rapidement possible. On a parlé de déclenchement, on a parlé de péridurale. Je vais vous dire un petit mot sur l'accélération du travail. C'est en lien direct avec la péridurale, j'en ai dit un mot, mais il est possible que pendant le travail, on ait besoin de renforcer l'activité de votre utérus. Et en général, c'est dans le cas effectivement d'une pose de péridurale ou dans le cas d'un déclenchement. Ça peut être aussi quand votre bébé présente des signes de fatigue, voilà, ou quand on s'aperçoit que vos contractions sont donc moins efficaces, comme je vous disais. Comment on fait pour accélérer le travail? Donc il y a deux choses. On peut être amené à faire une rupture de la poche des os. Donc c'est la sage-femme ou le médecin avec un petit instrument qui vient gratter sur les membranes pour faire un petit trou et permettre au liquide amniotique de vraiment s'écouler. Ça va aider la tête de votre bébé à appuyer sur le col bien fort. La deuxième manière d'accélérer le travail, c'est de brancher une perfusion d'ocytocine. Donc j'en parlais juste avant. C'est l'ocytocine de synthèse qu'on appelle aussi syntocinon qui vont venir renforcer ces contractions de travail. Un point important, c'est que l'ocytocine de synthèse n'a pas les mêmes propriétés que l'ocytocine naturelle, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas tous ces effets comportementaux dont on avait parlé pour l'ocytocine naturelle. Donc l'ocytocine de synthèse, elle ne donne pas cet effet euphorisant, cet effet planant, elle ne permet pas ce calme, etc. Donc ne soyez pas surprise que sous ocytocine de synthèse, les choses soient plus difficiles et que vous ayez besoin de péridurale, que vous ayez besoin d'être aidé et que ce soit plus difficile à gérer. Donc on va aborder maintenant le sujet de l'épisiotomie, qui est un sujet qui peut faire peur, un peu froid dans le dos. Mais je voudrais vraiment vous rassurer en vous expliquant ce que c'est et ensuite en vous parlant du fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins pratiqué qu'avant.
Donc l'épisiotomie, c'est un acte chirurgical qui peut être pratiqué par la sage-femme ou par le médecin et qui consiste à couper avec des ciseaux le périnée de la mère quand il est extrêmement déjà distendu, on appelle. Il est déjà étiré, la tête du bébé est là, mais ça coince et en fait on veut accélérer les choses parce que votre bébé présente peut-être des signes de fatigue et c'est là qu'on peut être amené à faire une petite incision, en général c'est petit, juste pour aider la tête de votre bébé à se dégager. En France, c'est pratiqué seulement dans 8% des accouchements, c'est très peu. On est très loin de la période de nos mères, quand voilà, ma mère a accouché, à chaque fois elle a eu l'épisiotomie parce qu'en fait à l'époque, on pensait que ça protégeait le périnée et que ça protégeait des déchirures. On a vu avec la pratique que ce n'était pas le cas. On pouvait avoir des déchirures, y compris avec la pratique d'une épisiotomie, et que dans certains cas, même le plus souvent, c'était mieux de laisser le périnée se déchirer naturellement, en le contrôlant bien sûr, que de couper systématiquement. Donc voilà ce que c'est que l'épisiotomie. Vous pouvez aussi poser la question dans votre lieu de naissance, quelle est la pratique en termes d'épisiotomie, quelles sont les statistiques, afin de vous rassurer et d'être sûr qu'elle est pratiquée uniquement à bon escient dans les cas vraiment nécessaires. Je reviens sur la nécessité, mais l'autre nécessité, ça peut être aussi quand le périnée est très tonique et qu'il retient la tête et que le périnée n'arrive pas à vraiment se relâcher. Et là, ça peut être une indication d'épisiotomie. Un autre sujet important, la question des instruments. Alors, les instruments, quand on aide avec un instrument au moment de la naissance, c'est pour faciliter lorsqu'un obstacle se présente. C'est-à-dire au moment de la poussée, c'est vraiment au dernier moment. Et ça a lieu en France, d'après l'enquête périnatale de 2021, dans 12% des naissances. En Europe, et en particulier dans les pays du Nord, ce taux est beaucoup plus bas, il est autour de 5%, donc plus de 2 fois moins qu'en France. C'est intéressant à nouveau de se rappeler que, en fonction des pays, les taux ne sont pas les mêmes. Alors, dans quelle situation on peut être amené à avoir recours à une extraction instrumentale? Quand il y a un arrêt de progression de la tête de votre bébé, c'est-à-dire qu'elle est dans le bassin, mais elle ne progresse plus. On a aussi des situations où le bébé tolère moins bien l'accouchement, il présente des signes de fatigue et on veut accélérer la naissance. Et il y a aussi la situation de la fatigue maternelle, c'est-à-dire que le travail a été très long, la maman est épuisée, elle n'arrive plus à pousser, il n'y a pas de réflexe expulsif parce qu'elle est sous péridurale et du coup, on veut l'aider à vraiment faire descendre la tête et sortir l'enfant. Il faut bien sûr que la dilatation soit complète, donc le col est complètement dilaté, la tête du bébé est bien sûr engagée dans le bassin et la poche des os est rompue. C'est les 3 conditions pour avoir une assistance avec un instrument. Il y a 3 instruments principaux qu'on utilise en France et à travers le monde. Le plus fréquent, c'est la ventouse, qui permet d'aider à fléchir la tête du bébé et à la faire tourner dans le bassin. Donc c'est l'instrument qui est le moins traumatique pour la mère et pour l'enfant parce que la capsule de la ventouse, elle est plus petite. Donc elle vient juste se poser sur la tête. Et donc on fléchit la tête. Vous voyez que pour naître et pour tourner dans le bassin, le bébé il a besoin d'être menton contre poitrine pour présenter son plus petit diamètre au niveau du bassin de la maman. Et donc la ventouse, elle vient l'aider à fléchir et à tourner dans le bassin pour sortir. Alors le deuxième instrument qui est fréquemment utilisé en France, ce sont les forceps. Donc les forceps, ce sont 2 cuillères qui sont attachées entre elles et qui viennent se poser au niveau des tempes de votre bébé. C'est nécessaire pour certaines positions du bébé qui sont postérieures. Comme on avait parlé sur la première vidéo, ça dépend beaucoup de la manière dont votre bébé s'engage dans le bassin. S'il s'engage en postérieur, c'est-à-dire son dos contre votre dos et qu'il tourne avec la tête en arrière, je vais vous montrer sur le bassin, ça peut rendre la rotation dans le bassin plus difficile. Donc, s'il s'engage comme ça dans le bassin, il a une rotation qui est plus grande à faire. Et il peut rester un petit peu coincé en arrière, et donc ça peut être utile de l'aider à tourner. Et donc c'est le rôle des forceps. Et les forceps après aussi, voilà, viennent faire un petit peu de préhension pour l'aider à sortir. Un autre instrument qui est utilisé, ce sont les spatules. Donc les spatules, elles ne viennent pas se poser sur la tête du bébé, elles viennent faire de l'espace au niveau
du bassin de la maman, elles viennent légèrement écarter les os du bassin pour faire de l'espace. Donc ça, c'était pour les extractions instrumentales, donc qui sont relativement peu fréquentes, mais quand même 13% des naissances. C'est aussi une statistique que vous pouvez demander dans la maternité où vous allez accoucher. Un point qui me paraît très important quand on parle d'extraction instrumentale, c'est qu'il a été montré qu'un soutien continu de la femme qui accouche, que ce soit par la sage-femme ou par un accompagnant qui lui soit proche, c'est-à-dire un conjoint, un membre de la famille, ou par un autre professionnel de la périnatalité, c'est-à-dire une doula ou une personne formée à l'accompagnement de la naissance, réduit le nombre d'extractions instrumentales. Donc vous voyez que quand on favorise le confort de la femme, son soutien, sa relaxation, quand elle se sent bien, en fait, ça favorise la physiologie et donc on a moins besoin d'aide. C'est vraiment un point super important. Le dernier point que je voulais aborder sur les aides médicales à l'accouchement, c'est la délivrance dirigée. Alors on a parlé de délivrance, donc c'est la dernière étape de l'accouchement où le placenta, après le bébé, doit lui aussi sortir. Aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, on fait ce qu'on appelle la délivrance dirigée. Qu'est-ce que c'est que la délivrance dirigée? C'est donc une aide à la délivrance grâce à l'injection de l'ocytocine de synthèse, donc le fameux syntocinon, qu'on injecte à la maman souvent en intramusculaire au moment où le bébé passe. Donc en général, on dit au moment où l'épaule du bébé passe, on injecte à la maman cette ocytocine pour favoriser une contraction de l'utérus massive qui va venir décoller le placenta et donc lui permettre, la délivrance se fait assez rapidement après la naissance. La sage-femme tracte le cordon et le placenta. Donc c'est ce qu'on appelle la délivrance dirigée, on dirige les choses. Cette délivrance dirigée, il a été prouvé qu'elle diminue le risque d'hémorragie du postpartum. Donc c'est pour ça qu'elle est pratiquée de manière aussi large. Et on comprend bien que dans le cas de naissance médicalisée, c'est-à-dire avec une péridurale, avec de l'ocytocine de synthèse pendant le travail, on a besoin de continuer à intervenir pour être actif, être proactif. Dans le cas d'accouchement complètement physiologique, c'est-à-dire sans hormones de synthèse, on peut se poser la question de la nécessité de venir induire de manière artificielle cette délivrance, puisqu'on sait que le cocktail hormonal a fait tout son travail et qu'il va continuer à faire son travail au moment de la naissance. Donc c'est un petit point de réflexion aussi pour vous et un point de discussion avec votre équipe le jour de l'accouchement, ou en tout cas en anticipation sur leur pratique, pour bien comprendre comment vous serez pris en charge. Donc j'ai fini cette partie sur les interventions médicales, j'espère que ce n'était pas trop indigeste. N'hésitez pas à noter vos points, vos questionnements, les choses qui n'étaient pas claires, que vous voudriez qu'on réaborde pendant les lives ou par message. Souvenez-vous bien qu'il faut une indication médicale pour proposer un déclenchement, pour proposer une péridurale. En fait, on ne propose pas la péridurale à une femme qui gère et qui va bien. Il faut que ce soit la femme qui fasse cette demande parce qu'elle-même sent qu'elle est arrivée un petit peu au bout de ses ressources. Ça se réfléchit en amont, cette notion de péridurale. En tout cas, en rien, ça n'enlève la nécessité de vraiment se préparer à vivre ces contractions, à vivre ces sensations. Ça peuvent être difficiles, désagréables, mais donc ça demande vraiment cette préparation importante. Et pour ce qui est de l'épisiotomie, si ça devait arriver, pensez que c'était nécessaire et rediscutez bien après pour comprendre quelle a été la nécessité. Mais je pense que c'est une manière de dédramatiser aussi ce qui peut arriver quand on est informé en amont et quand on comprend bien les indications.